Chers téléspectateurs de Tandem TV, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission Entre nous soit dit, avec aujourd'hui un invité engagé, encore, sioniste, idéaliste, fondateur et président du groupe des libéraux du Likoud. Je suis très heureuse d'accueillir sur le plateau d'Entre nous soit dit, monsieur Amir Weitman. Bonjour Amir. Bonjour. Comment allez-vous? Grâce à Dieu, tout va bien. Alors Amir, si vous permettez, je vais prendre quelques secondes pour vous présenter à nos téléspectateurs. Alors, vous avez fait votre alia à l'âge de 23 ans, de Genève, pour continuer vos études ici à l'Université hébraïque de Jérusalem et obtenir un diplôme, donc un master en relations internationales. Tout à fait. Gestionnaire de portefeuille d'investissement et aujourd'hui gérant associé du fonds de venture capital que vous avez créé et qui s'appelle Champel Capital. Absolument. Vous êtes père de 6 enfants, vous habitez Jérusalem. Ça, c'est pour le côté personnel. Et le côté qui nous intéresse un petit peu plus, c'est le côté politique. Membre du Likoud, fondateur, donc, comme on l'a dit, du mouvement des libéraux du Likoud en 2012. Vous êtes pour un marché libre, concurrentiel, sans aucune intervention de l'État. Vous opérez au sein du Likoud, mais aussi à la Knesset, dans les administrations, et tout ça dans le but de promouvoir finalement la politique libérale que vous défendez. Vous fonctionnez finalement comme un lobby. Absolument. Et alors, quel est votre candidat à la Knesset qui représente le mieux vos valeurs? Eh bien, d'abord, on a eu des primaires au Likoud en début août et je suis heureux de l'annoncer à nos téléspectateurs. À vos téléspectateurs qui peut-être ne le savent pas, mais notre candidat qui s'est présenté sous notre bannière, Danny Loos, qui parle en francophone, il est d'origine canadienne, oui. Eh bien, il a été élu. Donc, il est à la 33e place sur la liste. Donc, une place réaliste. Réaliste, je pense que probablement il va rentrer, j'espère tout de suite. Dans le pire des cas, il rentrera un petit peu plus tard, mais il va rentrer probablement de toute manière. Pourquoi? Parce que même si le Likoud fait 31 ou 32 sièges, ce qui est le minimum qui est dans tous les sondages actuels, d'abord il y a Chaim Katz qui devrait démissionner rapidement pour aller prendre la tête du Keren Hayesod ou du KKL. D'accord. Je sais plus maintenant. Keren Kayemet ou Keren Hayesod? Oui, un des deux, donc ce qui fera avancer tout le monde d'un rang. Donc ça l'amène déjà en 32e place. Et de toute manière, il y aura 1 ou 2 membres de la Knesset au minimum, pour autant évidemment que le Likoud gagne. Hein, bien sûr. Qui, s'ils deviennent ministres, mettront en œuvre la loi norvégienne. Donc de toute façon, il va rentrer assez rapidement. On espère évidemment que le Likoud obtienne au moins 33 mandats, voire 34, parce qu'en 34e place, il y a le représentant de Haïfa, la Knesset, Ariel Kellner, qui est un ami intime, très très proche de nous, et qui aussi partage en fait nos opinions. Donc en fait, si le Likoud obtient 34 mandats, on n'aura pas un en réalité, mais deux membres de la Knesset qui sont très 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 proches de nous. Maintenant, c'est pas la peine d'être un génie pour comprendre hein, que dans le cas où on a une victoire de la droite, mais avec 61 ou 62 donc mandats. Une victoire étroite quand même. Une victoire étroite, ce qui est dans le meilleur des cas, en fait, ce que les sondages nous prévoient. Si on a 1, voire 2 membres de la Knesset qui sont avec nous, la réalité, c'est que nous avons un veto sur les décisions. D'accord. Donc, on va devenir... donc, vous aussi, vous allez utiliser votre On va utiliser votre votre force. Absolument. On va utiliser... Elle ne sera pas si petite, parce qu'avoir 1, voire 2 membres de la Knesset... oui, mais c'est ça aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le système israélien actuel, quelqu'un qui représente 1 ou 2 mandats a effectivement un pouvoir significatif. Tout à fait. Et là, oui, mais vous comprenez, le problème, malheureusement, je le dis vraiment malheureusement, mais il y a dans toute la Knesset, donc à gauche et à droite, mais même dans le bloc de droite, il y a des forces très significatives en faveur du populisme, en faveur, je dirais, qui soutiennent des politiques qui sont destructrices pour l'État d'Israël, et il faudra les empêcher. Alors, qu'est-ce que vous appelez, vous, des politiques destructrices et des politiques d'assistanat? Par exemple. Non, mais vous parlez en termes économiques ou... Économiques, on parle en termes économiques. Alors, on parle de politique d'assistanat, c'est une chose, ou des politiques anti-compétition, qui sont les gens qui sont en faveur, en fait, de tous les, je dirais, de tous les groupes de pression, les lobbies, qui, en fait, permettent à des petits groupes de profiter de rentes économiques aux dépens du grand public. Et en réalité, si nous serons probablement la seule force organisée à la Knesset
au pouvoir, si d'aventure, évidemment, la droite venait à gagner, à être là pour mettre, en fait, le doigt, je dirais, dans l'engrenage. Non, pas dans l'engrenage, En tout cas, le grain de sable qui voilà, permet... en fait, qui empêchera, Oui. de tout s'écrouler. Parce que la réalité, c'est que quand on a des forces très importantes qui poussent vers ces politiques d'assistanat, vers ces politiques anticompétitives, et qu'il n'y a personne en face, alors très rapidement, on peut arriver à des politiques destructrices. Et je pense que de ce point de vue-là, notre rôle est crucial et central pour permettre à la prospérité future de l'État d'Israël. Alors aujourd'hui, on subit une inflation en Israël comme un peu partout dans le monde. Donc augmentation des prix, pas forcément suivie d'une augmentation des salaires, même rarement suivie d'une augmentation des salaires. Pourtant, vous excluez toute intervention de l'État dans ce qui pourrait être, par exemple, le blocage des produits, le blocage des prix sur les produits de première nécessité, le pain, la farine, enfin, des choses comme ça. Comment l'Israélien moyen, ou même le pauvre, ceux qui sont en dessous du seuil de pauvreté, peuvent-ils s'en sortir? Est-ce qu'il ne faut pas aller vers une politique où on doit justement aider les plus faibles, surtout dans les périodes de crise telles que celles qu'on nous promet là actuellement? D'abord, on n'est pas en période de crise. La croissance en Israël cette année est très forte. On est, je crois, on est pour l'instant sur un rythme annuel de 6 ou 7%, si je ne me trompe pas. Oui. Et pourtant, tout le monde ne nous parle que de ça. C'est la crise. Non, mais on n'est pas du tout en crise. Pas du tout. La situation est même excellente. Il n'y a pratiquement pas de chômage. Les salaires sont à la hausse. Alors certes, les salaires nominaux sont à la hausse, pas les salaires réels à cause de l'inflation. Malgré tout, l'érosion des salaires n'est pas très, très, très significative. Alors oui, on a un problème d'inflation, ça c'est vrai. Mais pour être tout à fait franc, le problème d'inflation, comme vous l'avez dit parfaitement justement, n'est pas un problème israélien, c'est un problème mondial qui est le produit en fait du fait que les banques centrales de manière générale et en particulier la Fed, la Banque centrale américaine, ont imprimé de l'argent en 2020 pendant les périodes de la Corona pour en fait essayer de donner une espèce de ballon d'oxygène temporaire de liquidité alors que tout le monde était en panique. Bon, à mon avis, c'était une grave erreur, très grave erreur, et on en paie aujourd'hui les prix. Alors, par exemple, vous dites que Israël, effectivement, n'est pas en crise, le pays n'est pas en crise, le pays est en situation de croissance. Malgré tout, on a eu des hausses d'intérêt justement pour essayer de juguler cette inflation, donc qui ont considérablement augmenté. Et je lisais que, par exemple, pour quelqu'un qui a un prêt, une mashkenta, donc un prêt hypothécaire d'1 million, qui a emprunté 1 million de shekels et qui avait ses remboursements, on va dire, à 4000, aux alentours des 4000 shekels par mois, se retrouve aujourd'hui avec une hausse de plus de 1000 shekels par mois. Donc ça, c'est toujours en moins dans son pouvoir d'achat. Et 1000 shekels, c'est pas rien sur un salaire de 8 ou 10 000 shekels. Alors, d'abord, le salaire moyen aujourd'hui est pratiquement de 11 000 shekels. Brut, tout à fait. Mais en général, aujourd'hui, les deux personnes travaillent. Bien sûr, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc, on a quand même des revenus de 16-17 000 shekels. Il y a aussi ce que l'État donne, etc. Donc, on a des revenus de 16-17 000 shekels. Alors, évidemment, 1000 shekels, ensuite, ça dépend quelle est la taille de la mashkanta que quelqu'un a pris. Oui, mais là, c'est le taux d'intérêt qui a fait augmenter les remboursements. Oui, non, mais une minute. Il faut aussi voir qu'une bonne partie des mashkanta sont en taux fixe. Donc, non seulement de ce point de vue-là, la partie de la mashkanta qui était à taux fixe, non seulement elle n'a pas augmenté, mais dans la réalité, elle a baissé. Pourquoi? Parce que l'argent va puisqu'il vaut moins. Donc, cette partie de la mashkanta qui est au taux fixe, le rendement, il est fixe. Donc, la valeur réelle du rendement, de ce qu'on rend à la banque, elle a baissé. Première chose. Sa valeur. Ouais. Elle a baissé. Première chose. Deuxième chose, certes, la partie à taux variable a augmenté. Alors, en général, les gens qui ont pris 1 million de shekels, c'est quand même énorme de prendre 1 million de shekels. Hein. Alors, on n'a pas tellement le choix avec les prix de l'immobilier ici. Oui, mais les gens ne sont pas obligés non plus d'acheter au-delà de leurs moyens, de leur budget. Donc, en général, les gens qui ont pris 1 million de shekels ne sont pas des gens qui gagnent, je vais dire, qui gagnent 11 000 shekels. En général, des gens qui gagnent un peu plus. Il faut quand même aussi voir les choses. La plupart des gens, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, hein, mais dans l'ensemble, en général, les gens
d'abord prennent des mashkantao, donc des prêts hypothécaires qu'ils peuvent se permettre de prendre, parce que d'abord c'est ce que les gens font, et puis en plus parce que c'est ce que les banques donnent. Donc les banques ont quand même prévu à l'origine, peut-être pas ce scénario, mais des scénarios dans lesquels les taux d'intérêt montent. Parce que ça faisait quand même plus de 10 ans que le taux d'intérêt était quasiment à zéro. Ce n'était pas de toute manière une situation qui était possible pour le long terme. Maintenant, j'ai quand même une bonne nouvelle pour nos téléspectateurs. Et là, je vous m'excusez, je vais faire un petit peu d'économie, mais je pense que c'est important. Je vous en prie. Milton Friedman, qui avait gagné le prix Nobel d'économie en 1976, 76 pour les 76. Suisses, avait expliqué que l'inflation est un phénomène purement monétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, quand on imprime de l'argent, on a en fait du papier-monnaie qui augmente en quantité, mais pour la même quantité de biens physiques. Donc, on a plus, si vous voulez, de papier-monnaie pour la même quantité. Donc, ça veut dire que la valeur réelle du papier-monnaie a baissé. C'est ça l'inflation. Donc, ce n'est pas la hausse des prix purement nominale, c'est le fait que comment dire, c'est pas seulement que les prix augmentent au sens où il y a une partie des choses qui ont augmenté, c'est simplement que tout augmente, y compris d'ailleurs nos salaires à terme. D'ailleurs, les salaires augmentent aussi. Une partie de l'augmentation du salaire, ça n'est pas une augmentation réelle, c'est une augmentation qui est le produit de l'inflation. D'accord? Donc, je vous donne un exemple théorique juste pour que les gens comprennent ce que c'est l'inflation. Admettons que tout augmente de 5%, y compris les salaires. Quel est le résultat net? Il n'y a pas de changement. Donc, on peut avoir une situation conceptuellement où les prix augmentent, mais dans la réalité, notre pouvoir d'achat n'a pas été impacté. Voilà. Ça, c'est important de comprendre. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis quelle est la bonne nouvelle dans cette histoire? C'est qu'à partir du moment où, en fait, on a un excès de liquidité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut simplement augmenter les taux d'intérêt, ce que toutes les banques centrales ont fait, font et vont continuer à faire, pour résorber cet excès de liquidité. Une fois l'excès de liquidité résorbé, qu'est-ce qui se passe? Tout redescend. Il n'y aura plus d'inflation et les taux d'intérêt. Et ce sont des cycles qui durent. Non, ce n'est pas des cycles. S'il n'y avait pas eu d'impression d'argent, il n'y aurait pas eu C'est un produit de la printing press, comment on appelle ça en français, de la planche à billets. De la planche à billets, voilà, c'est la bonne expression. C'est un produit de la planche à billets. Bien, donc, pourquoi je dis ça? Parce que, d'après les calculs savants de gens plus au fait que moi, il doit nous rester probablement, je ne sais pas, 9-10%, 8-9-10% d'excès de liquidité à résorber. Ça devrait arriver à peu près jusqu'au 2e, voire maximum jusqu'au 3e trimestre de l'année prochaine. Ça n'a rien à voir avec les élections en Israël, ni d'ailleurs des élections nulle part ailleurs dans le monde, ni aux États-Unis, ni ailleurs. Donc, une fois cet excès de liquidité résorbé, les taux d'intérêt, l'inflation va baisser, donc les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rebaisser. Maintenant, cette inflation, elle nous fait souffrir parce que tous les prix, voilà, ça détraque un peu le système. Mais c'est un phénomène qui, en tout cas, je l'espère, mais a priori, c'est comme ça que ça devrait être. C'est un phénomène temporaire qui va disparaître. Et on va se retrouver dans un an avec un niveau de prix plus élevé que là où on était il y a 2 ans, ce qui est évidemment pénible. Mais fondamentalement, rien n'aura changé. Donc voilà, il faut se dire qu'on est en train de passer de ce point de vue-là une mauvaise période. Cette période va passer, Bezrat Hashem, si Dieu veut. Mais je suis raisonnablement optimiste parce que les banques centrales dans le monde font ce qu'elles doivent faire pour obtenir ce résultat. Alors vous êtes le théoricien en économie et moi, je représente le consommateur et le peuple, d'accord? C'est comme il y a le ministre de la Justice en France il y a quelques mois, alors que effectivement l'insécurité, les gens peuvent plus sortir dans la rue sans se faire arracher leur téléphone ou leur montre, etc. dans les rues de Paris, disait qu'il n'y avait pas d'insécurité, mais qu'il y avait un sentiment d'insécurité. Ça me fait penser un petit peu à ce que vous nous racontez. Il n'y a pas il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat, il y a une impression de baisse du pouvoir d'achat. Non. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de baisse du pouvoir d'achat. Il y a une baisse du pouvoir d'achat actuellement parce que la hausse des salaires n'est pas concomitante avec la hausse de l'inflation. Donc, il y a bel et bien une baisse du pouvoir d'achat. C'est pas bien l'inflation, c'est mauvais. Mais vous dites que ça va se résorber. Mais je dis que ça va se résorber. 1, 2, je dis que la croissance est quand même suffisamment importante pour que
d'ici 1 an ou 2 ans, on puisse revenir en fait au niveau où on était peut-être avant l'inflation, d'une part. Israël se porte bien par rapport... Et d'autre part, même si notre qualité de vie, disons, notre pouvoir d'achat va baisser peut-être de 2-3%, bon, ça nous ramène au niveau de vie où on était en 2017, 2018. C'est pas un drame. C'est pas un drame, ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous répondez par exemple aux gens qui trouvent, parce que, qu'est-ce que vous pensez, vous, Netanyahou, il a souvent été taxé, en tout cas, d'ultralibéral, et accusé, on va dire, pendant les 12 ans où il a été au pouvoir, d'avoir laissé une partie du peuple sur le bas-côté, de pas s'être occupé, effectivement, de pas avoir su s'occuper des gens qui étaient en situation de difficulté, sous le seuil de pauvreté. Ce taux de la population, d'après ce qu'on lit partout, aurait augmenté. Donc, est-ce que pour vous, d'abord, Netanyahou est un ultralibéral ? Et si oui, pourquoi est-ce qu'il n'a pas lutté contre tous les monopoles dont on l'accuse de n'avoir rien fait ? Alors, bon, je crois que il y a un peu un mélange de... Un gloubi-boulga, je vous ai fait. Voilà, de choses dont certaines sont complètement fausses, d'autres sont simplement fausses, mais il n'y avait rien de vrai. Alors, allez-y. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors d'abord, ce qui est vrai, évidemment, c'est que Netanyahou a fait une carrière, en tout cas sur le principe, sur le libéralisme. C'est la raison pour laquelle moi je suis au Likoud, c'est parce que voilà, le Likoud, c'est un parti qui a toujours, en tout cas sur le principe, été le chantre de l'économie libérale, compétitive, voilà, ou avec moins d'impôts, moins de régulation, moins d'assistanat, plus de etc. concurrence. Plus de concurrence, voilà, c'est l'économie compétitive. Fort bien. Maintenant, entre ça et la réalité, évidemment, on va dire qu'il y a tout de même un écart. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'écart, il est le produit, d'une part, de l'agenda politique israélien, parce que le Premier ministre, quel qu'il soit d'ailleurs, n'a pas la liberté de faire tout ce qu'il veut. On est bien d'accord. Donc, il est contraint par des contraintes... Des accords de coalition. Des accords de coalition, des contraintes au sein de son parti, des contraintes au sein simplement parce qu'il faut s'occuper. Quand on a des problèmes et qu'on veut se battre contre quelqu'un, il faut s'en occuper. Il faut mener un combat souvent politique et il y a en fait on n'a pas le loisir de mener un nombre infini de combats, parce qu'il n'y a que 24 heures dans une journée, parce qu'il faut se battre avec lui, et tout ça est très compliqué. Bien, donc, Netanyahou, on peut lui reprocher ou pas, mais quand il arrive au pouvoir en 2009, la situation économique d'Israël était déjà pas mal. Beaucoup grâce à lui d'ailleurs, parce qu'entre 2003 et 2005, il a été probablement l'un des meilleurs, voire le meilleur, ministre des Finances de l'histoire de l'État d'Israël. Il a beaucoup libéralisé l'économie israélienne, il a fait beaucoup de bonnes choses. Cette tendance a été poursuivie ensuite, après 2005, par les gens qui ont été après lui au pouvoir. Donc en fait, en 2009, on avait une économie israélienne qui était déjà robuste relativement, et donc il pouvait, entre guillemets, se permettre de s'occuper d'autres choses. Et de quoi il s'est surtout occupé ? Il s'est occupé, on se souvient historiquement de Obama, des questions avec les Palestiniens. On se souvient tous, par exemple, du fameux discours de Bar-Ilan, où il avait adopté le concept de 2 États pour 2 pays, pour 2 peuples. Et évidemment, toute la droite israélienne avait été très fâchée, mais d'un autre côté, on avait bien tous compris qu'il ne disait pas vraiment exactement la vérité, parce qu'il fallait essayer un petit peu de rester en bonne relation avec l'Amérique. Et il a passé 10 ans en fait à enterrer le problème palestinien, et il a grosso modo réussi. Bien sûr. C'est une réussite exceptionnelle. Exceptionnelle. Je veux dire, en 2009, il y avait un consensus quasiment total en Israël sur le fait que l'État palestinien est inévitable, c'est qu'une question de temps, et puis de toute façon, la question est de savoir exactement juste comment, etc. Bon, plus personne ne parle de ça après 10 ans. À part Lapide. À part Lapide. Mais même Lapide, en fait, il en parle, et moi, il me fait peur, et donc voilà. Donc, on en parlera. On en parlera, mais bon, j'ose quand même espérer qu'il n'est pas à ce point fou. Enfin, lui, probablement oui, mais il y a plus de soutien. Il y a plus de soutien, je pense, suffisant en Israël. Enfin, j'espère en tout cas pour ce genre de choses. Et ça, c'est grâce à Netanyahou. Donc, je pense que c'est une réussite colossale, mais c'est venu aux dépens, parce qu'il a dû passer beaucoup de temps justement à s'occuper de politique internationale, de sécurité, etc. C'est venu aux dépens d'autres choses. Et quand on regarde les grandes luttes économiques, je pense qu'en 2009, Netanyahou est arrivé avec l'objectif d'avancer ces idéaux libéraux, mais il est arrivé en 2011 en particulier, ce qu'il avait bien commencé à faire. Je pense qu'Israël a très bien passé la grande crise économique de 2008-2009.
Mais en 2011, on a eu un gros problème. On a eu cette fameuse protestation sociale de Rothschild pendant tout l'été. Les tentes du cottage, la Mechat à cottage. Alors la protestation du cottage, c'était avant, et ensuite ça s'est transformé. Et là, c'était une catastrophe. Parce que, alors là, pour le coup, Netanyahou était très décevant. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser ça, en fait, pour faire justement avancer la libération du pays en disant oui, c'est vrai, il y a un problème de cherté. Et donc, il faut maintenant résoudre le problème de la cherté. Je crois que Netanyahou a été vers la direction de la facilité. Il a nommé une commission qui avait été dirigée par un économiste de gauche, très dangereux, qui ensuite d'ailleurs est devenu membre de la Knesset pour le Parti travailliste, qui n'a étonné personne. Comment il s'appelait le Trachtenberg, voilà, qui était un professeur d'économie, mais qui s'est vendu en fait. Et qui, au lieu de dire ce que j'aurais attendu d'un professeur d'économie, à savoir libéraliser l'économie israélienne, ouvrir le marché à la concurrence, etc., faites baisser les prix. Non, il a commencé à dire il faut jeter de l'argent. Donc l'assistanat et si vous voulez, le niveau de l'imposition en Israël, qui était en baisse depuis 2003 jusqu'à 2011, à ce moment-là, s'est stabilisé parce qu'on a commencé à jeter de l'argent. On a commencé à distribuer de l'argent au lieu, et les grands mouvements de libéralisation ont été à peu près arrêtés. Donc là, c'est un peu le problème. C'est après ça, d'ailleurs, que moi, j'ai commencé à devenir actif en politique parce que je me suis dit, voilà, c'est pas possible. Et puis aussi, j'ai compris que la politique, c'est très facile de critiquer les gens qui sont au pouvoir, mais les gens qui sont au pouvoir, en fin de compte, ils font ce que veulent le peuple en démocratie. Ils n'ont pas non plus le loisir de faire ce qu'ils veulent. Alors c'est très bien parce que vous me donnez là vous me tendez une perche parce que depuis un an, on se retrouve au pouvoir avec des gens au pouvoir qui n'ont pas eu justement, qui n'ont pas le mandat du peuple. Ils l'ont perdu, on voit qu'ils sont tous plus là. Hein. Voilà, donc on a Bennett qui est devenu Premier ministre avec 6 mandats, ça dans une démocratie, je ne pensais pas que c'était possible, mais voilà la preuve, tout est possible. Et puis là, on a un Premier ministre de transition, Yair Lapid, qui, lui, a vampirisé un petit peu la campagne électorale avec ce sujet de la signature de l'accord avec le Liban. Et ce sujet, donc, a occulté tous les thèmes qui paraissaient primordiaux à l'électeur israélien, de la cherté de la vie et du pouvoir d'achat, dont tout ce qu'on vient de parler. Alors, en France, on a l'habitude de dire que lors des campagnes, des grandes campagnes présidentielles, c'est le candidat qui arrive à imposer son sujet qui, presque à coup sûr, remporte l'élection. Alors, pensez-vous que la signature de cet accord avec le Liban en un temps record et en une mandature aussi record va profiter et faire gagner des points à Lapid et à son camp, ou au contraire pas? Alors, c'est difficile à dire, et moi je ne suis que tributaire des sondages. Hein. Je n'ai pas vu pour l'instant un quelconque mouvement, ni à gauche ni à droite. Pour l'instant, tout est flat, et en fait, je pense qu'on en est maintenant à la 5e campagne électorale en moins de 4 ans. C'est quand même inouï. Et je pense que c'est devenu très, très difficile de faire bouger les gens. Et je pense que ça n'est pas un sujet qui a matière de faire bouger beaucoup de monde. Je pense que ça va peut-être faire bouger un petit peu de gens de gauche vers la droite. Peut-être parce que ça va rappeler à tout un tas de gens, tout un tas de personnes qui sont à peu près de droite sur les sujets politiques, mais qui ont eu l'impression, justement, grâce au succès de Netanyahou, dont j'ai parlé tout à l'heure, pendant des années, que ces questions ne sont plus aujourd'hui d'actualité, puisqu'en fin de compte, voilà, tout se passe bien, on a l'impression que tout est sous contrôle. Et bien, donc c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre, entre guillemets, de voter pour quelqu'un d'autre. Et bien peut-être que ces accords, justement, qui sont quand même incroyables, parce que c'est 2-3 semaines avant les élections, il n'y a pas de mandat public pour faire ça, il y a clairement une renonciation à des territoires souverains de l'État d'Israël, alors que la loi prévoit tout de même en Israël que la Knesset doit voter. Il y a peut-être matière même à ce que... Donc contournement en plus de la loi en évitant le vote à la Knesset. C'est inouï tout ce genre de choses. Je veux dire, dans un État avec une population, si la population israélienne, ce qu'elle n'a pas malheureusement, mais si elle avait une culture politique démocratique, je dis malheureusement elle ne l'a pas. Elle serait dans la rue. Oui, elle serait dans la rue, parce que c'est intolérable ce qui est en train de se passer. C'est véritablement intolérable. Mais peut-être qu'à
à la limite, à la marge, il y aura peut-être quelques personnes qui vont quand même passer de gauche à droite, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de monde parce que les gens sont tellement bloqués dans leurs opinions, c'est extrêmement difficile de faire bouger les gens. Extrêmement difficile. On est toujours pour vous aujourd'hui dans cette campagne, dans un pour Bibi, anti-Bibi et rien d'autre, c'est cet antagonisme. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Il n'y a pas eu de... Alors... Enfin, il y a eu un petit peu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui ont l'année dernière voté pour Bennett, ou voire même pour d'autres, et qui ont quand même été choqués par ce qui s'est passé. Mais ça, c'est de nouveau des gens dont on a volé leur vote, parce qu'ils ont eu 7 mandats tout de même, Bennett et Shaked. Et même des gens qui ont voté pour Gideon Sa'ar, jamais on n'aurait cru qu'ils allaient faire ce qu'ils ont fait. Je veux dire, c'est du vol de vote, quoi. Ils ont trompé la confiance des gens qui ont voté pour eux, et ils l'ont fait sans aucun scrupule, ils l'ont fait le lendemain des élections, alors qu'en fait, ils avaient déjà préparé avant les élections tout leur plan, donc c'est du gangstérisme politique de la manière la plus abjecte, il y a aucun doute. Mais, donc voilà, ces gens-là sont passés, les ont abandonnés, ils sont revenus à droite, mais malgré tout, on voit que ça n'est pas suffisant. Il y a encore beaucoup de monde qui sont fondamentalement de gens de droite. Il ne faut pas oublier que la droite avait obtenu quand même 65 mandats l'année dernière. Je ne parle même pas de Lieberman, mais 65 mandats, et là, on est dans le meilleur des cas à 61, 62. Ils sont où les autres? Les autres ne sont pas là à cause de Netanyahou, essentiellement, et à cause, peut-être dans certains cas, par exemple des libéraux qui n'ont pas aimé tout un tas de choses, ou bien qui ont bien aimé tout un tas de politiques mises en œuvre par Lieberman, qui a été, je pense, un bon ministre des Finances dans l'ensemble, ou qui n'ont pas aimé tout un tas de choses qui ont été dites pendant la campagne du Likoud et que moi je regrette personnellement, en particulier dans tout ce qui touche à l'éducation des enfants entre 0 et 3 ans, où en fait, de nouveau, juste pour que vos téléspectateurs comprennent, oui, bien sûr. Ça va coûter environ 10 milliards de shekels. Alors ça c'est quoi? C'est la loi qui va permettre en fait, à l'enseignement avant 3 ans d'être gratuit. Voilà, donc ça va en fait, on parle en fait d'une espèce de nationalisation des crèches. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, le coût de cette nationalisation, c'est à peu près 10 milliards de shekels par an. Et c'est évidemment un coût qui va augmenter avec le temps. Évidemment, donc ça veut dire c'est augmenter l'imposition de 10 milliards de shekels, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, évidemment, le service va baisser de qualité parce que c'est comme on le voit. Je pense que vous avez des enfants, j'ai des enfants, on a tous des enfants dans le système scolaire israélien, on n'est pas contents. Tous. Et je ne vois pas exactement ce qui nous permet de penser que nationaliser les crèches va nous permettre d'être contents du service qu'on va recevoir dans les crèches. Non, le service va être pire. Je peux vous donner un exemple concret qu'un ami me racontait. Dans un GAN, donc ce n'était pas les crèches de 0 à 3 ans, mais dans un GAN un peu plus pour les enfants de 3 à 6 ans, il a un enfant là-bas, et il me disait, c'est dans le Gush Etzion, à Efrat, et il me disait, ben voilà, on aimerait, on n'a pas assez de personnel pour enseigner... pour surveiller les enfants. Voilà, pour surveiller les enfants, des gananotes. C'est quoi, comment est-ce qu'on dit des gananotes en français? C'est des institutrices ou des puéricultrices. Des puéricultrices, voilà. Alors, avant 3 ans, c'est puéricultrices et après, c'est des institutrices. Très bien. Ah ben, donc, ils ont besoin d'instituteurs, d'institutrices, mais ils n'en trouvent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans un cas comme ça? Il faut augmenter les salaires. Et les parents sont prêts à augmenter les salaires parce que s'il faut chacun rajouter encore 100 ou 150 ou 200 shekels pour avoir une puéricultrice, on le fait. Bien sûr. Bien, mais maintenant, on ne peut pas le faire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce qu'on est dans un système étatique. Quand on est dans un système étatique, on est par définition dans un système qui manque de flexibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des prix qui sont fixés au niveau de l'État d'Israël par le ministère de l'Éducation ou ce que c'est, enfin les personnes responsables, mais on ne peut pas les changer pour Monsieur X ou pour Madame Y. Ça, c'est le problème du contrôle centralisé d'une économie. Donc, en fait, le résultat, c'est que mon ami me racontait, eh bien, ils n'ont pas assez de personnel pour s'occuper de leurs enfants. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le GAN, le jardin d'enfants est de mauvaise qualité parce qu'ils n'ont pas assez de personnel et du mauvais personnel, parce qu'ils n'arrivent pas à payer ce qu'ils aimeraient payer pour pouvoir avoir du bon personnel. Mais ça leur coûte quand même de l'argent. Donc on n'a pas le droit de payer plus. Si on a envie, si on veut, on ne peut pas. Non, peut pas. C'est le communisme. Donc on ne peut pas. Donc voilà, c'est les mêmes résultats, les mêmes politiques. C'est une catastrophe. Et cette catastrophe-là, on ressent tous,
à chacun son niveau, mais on le ressent tous dans l'éducation israélienne. On va maintenant l'amener dans les crèches de 0 à 3 ans. Donc ça, c'est une première chose. Le service va être atteint, va être de moins bonne qualité. 2, le coût, donc il va falloir augmenter les impôts ou couper d'autres choses. Et 3, qui c'est qui va en bénéficier de cette histoire? Qui c'est qui va payer? Qui c'est qui va en bénéficier? Je vais vous faire un secret. Les gens qui vont en bénéficier, ce sont des gens qui ont beaucoup d'enfants. Alors, qui c'est qui a beaucoup d'enfants en Israël? Les religieux et les arabes. Voilà. Surtout les Haredim d'ailleurs. Pas seulement, mais surtout les Haredim. Et qui c'est qui paye? Qui c'est qui paye beaucoup d'impôts en Israël? Ce ne sont pas eux. Donc, qui c'est qui paye? C'est le public, on va dire, laïque. Et puis le public d'Atiliomi, national religieux, voilà, du centre du pays. Ce sont eux qui vont payer pour les Haredim. Alors, cette politique est une politique insensée. C'est une politique qui a été toujours promue par la gauche. Et pendant des années, la droite a dit non. Parce que... mais pourtant, la gauche, elle dit stop au privilège des Haredim aujourd'hui. Ah non, mais la gauche, de toute façon, c'est la même chose. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas suffisamment d'intelligence, je pense, ou alors ils en ont, mais je ne sais pas, ils préfèrent le socialisme à leur intérêt, je ne sais pas. Très difficile de comprendre des gens qui votent à gauche, pour vous dire la vérité. Mais voilà, ce sont des politiques qui sont promus par exemple, Merav Michaeli, des gens comme ça, des gens d'extrême gauche même, et qui ont maintenant été adoptés par la droite pour des raisons de populisme d'avant-élection. Et si le scénario dont je parlais tout à l'heure se réalise, c'est-à-dire qu'on aura un gouvernement de 61, de 62, et que le Likoud a au moins 33, 34 mandats, et que donc nous, les libéraux, nous aurons 1 ou 2 représentants, eh bien ça, c'est une des choses où on dira non. Non, vous mettrez votre veto. On mettra un veto. Il n'est pas question maintenant qu'on aille nationaliser les crèches, qu'on aille dépenser 10 milliards de shekels, qu'on va prendre du public qui travaille, qui gagne sa vie durement, à la sueur de son front, pour aller faire des transferts à des gens qui ont beaucoup d'enfants et qui ne travaillent pas forcément. Alors vous pensez quoi? Donc vous êtes d'accord un peu avec Lapid finalement, avec cette loi où il veut mettre tout le monde au travail? Je ne sais pas de quelle loi il s'agit. Je ne sais pas, j'entendais, on l'accuse très souvent d'être anti-religieux parce qu'il veut justement essayer de mettre tout le monde, enfin Lieberman aussi, de mettre tous ces Haredim au travail. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Les former moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je suis pour couper de manière drastique, d'ailleurs pour tout le monde, pas seulement pour les Haredim, hein, mais je suis pour couper autant que possible les budgets sociaux, les subventions, tout ça, il faut couper les impôts, permettre aux gens qui veulent de travailler et de bénéficier du fruit de leur labeur. Et les budgets sociaux doivent être limités au minimum seulement pour les gens qui vraiment sont les grands invalides, les gens qui malheureusement ne peuvent pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas la possibilité véritablement physique de travailler. Ces gens-là, il faut les aider, voilà. Mais c'est tout. Les autres, c'est absolument leur responsabilité de gagner leur vie. Et puis, s'ils ne le veulent pas, qu'ils se débrouillent. C'est leur problème. Maintenant, pour le coup, puisqu'on parlait de Lieberman, donc Lieberman, alors c'est à peu près ce qu'il dit. Je suis d'accord avec lui. Le problème de Lieberman, et moi, c'est mon problème avec Lieberman et avec Lapid, pour le coup aussi, qui a à peu près dit la même chose. C'est pas que je suis en désaccord avec eux sur ce point de vue. Non, je ne suis pas en désaccord avec eux. C'est qu'ils se comportent de manière politique d'une manière telle qu'ils ne laissent pas d'autre choix à Netanyahou que de faire confiance, en fait, pas de faire confiance, de se reposer sur l'appui politique des Haredim. En réalité, le centre-gauche, à cause avec son espèce de djihad fou et complètement délirant contre Netanyahou, et au lieu, n'a pas laissé à Netanyahou d'autre choix que d'aller uniquement de faire une alliance politique avec Haredim, ce qui est une catastrophe pour l'État d'Israël. Et en réalité, si l'intérêt national était ce qui guidait véritablement tous ces politiciens, bien, ils pourraient dire, OK, nous, on n'aime pas Netanyahou, c'est leur droit, mais la droite israélienne, qu'on le veuille ou pas, dans sa grande majorité, voit en Netanyahou son leader. Donc, nous respectons le choix démocratique de l'électorat israélien. Nous faisons du business, entre guillemets, avec le Likoud, et avec celui qui est le chef du Likoud, de nouveau, pas parce qu'on l'aime, ou parce que ça n'a rien à voir, mais parce que c'est le représentant du quart, même plus que du quart de la population israélienne. Et
voilà, on avance, on fait ensemble avancer une politique qui est au bénéfice de la population israélienne. Mais non, ça ne les intéresse pas. Ils n'ont absolument aucun intérêt à faire ça. Ce qui les intéresse, c'est poursuivre leur espèce de vendetta personnelle ridicule et absurde contre Netanyahou pour des raisons qui ne sont pas, d'ailleurs pas forcément toutes claires. Oui, peut-être personnelles. Voilà. Alors, je reviens sur cet accord avec le Liban. Le prochain gouvernement, si Bibi Netanyahou arrive à former une coalition assez large, enfin en tout cas de plus de 61, sera-t-il tenu de respecter cet accord ou pourra-t-il s'en sortir sans risquer de se mettre à dos les États-Unis? Parce que là, on se demande si c'est effectivement Lapid qui a mis la pression aux États-Unis pour essayer de conclure cet accord rapidement, ou le contraire, on ne sait pas. Eh bien, alors c'est une grande question et j'y ai pensé, je n'ai pas de réponse claire. Parce que il faut savoir qu'Israël est quand même un État où règne la loi. Donc, à partir du moment où l'État d'Israël a signé un accord international, et que cet accord a été signé en fonction de la loi, les prochains gouvernements sont tenus de le respecter. Donc, moi, je pense que le processus de ratification de cet accord est illégal. Mais c'est mon opinion. Mon opinion n'a aucune valeur. On est bien d'accord. Ce que je veux dire, c'est que le représentant formel du gouvernement d'Israël a adopté cet accord et a priori, à partir du moment où il est signé, où il entre en vigueur, c'est très difficile de sortir d'un accord pareil. Alors, il n'y a pas de loi en Israël qui fixe les règles, ou en tout cas un cadre, à un gouvernement de transition. Alors malheureusement, non. Déjà, il n'y a pas de loi claire. La plupart des choses qui se font à cause de ce qu'on appelle la tradition, mais au sens légal du terme. La jurisprudence. La jurisprudence, voilà. C'est la jurisprudence qui fait foi. La jurisprudence, dans le cadre d'un accord international, est claire. C'est que la Knesset doit le ratifier. Donc le fait que la Knesset ne l'a pas ratifié permet en fait au gouvernement suivant permet de dire que cet accord ne sera pas contraignant. Permet peut-être de le dénoncer. Mais ça, c'est dans le cas où la Cour suprême accorde. Oui, est-ce qu'elle a son mot à dire ou pas? Alors, de nouveau, oui, peut-être, mais ça va être extrêmement compliqué. Mais alors, peut-être qu'on pourra en effet dire, voilà, cet accord, d'ailleurs, c'est ce que Netanyahou a dit avant, il a dit, cet accord ne nous contraint pas. Donc, peut-être qu'il arrivera à s'en sortir, mais c'est vrai que c'est pas seulement mais c'est quand même compliqué du point de vue juridique, mais c'est pas seulement une question juridique, c'est aussi une question politique, comme vous l'avez mentionné parfaitement correctement, vis-à-les des États-Unis, vis-à-vis de la France, qui est tout de même impliquée, même si c'est pas. On se demande pourquoi d'ailleurs. Moi, je me demande parce que la France, traditionnellement, voilà, avec les relations avec le Liban, voilà, peut-être. Le Liban, c'était à l'époque quand même un mandat français. Il y a beaucoup de gens qui parlent français au Liban. Voilà, la France voit dans le Liban une espèce d'endroit qui est encore lié à sa sphère d'influence. On sait apparemment qu'une des sociétés qui devrait bénéficier du marché, c'est Total. Voilà, donc évidemment, derrière Total, il y a le gouvernement français. Bien sûr. On comprend tout ça. Et il y a Total, mais c'est pas seulement ça. C'est-à-dire qu'il est clair, a priori, dans cet accord, qu'il n'y a aucune rétribution financière qui sera accordée à Israël. Et Israël a tenu à joindre une annexe à l'accord, comme quoi les négociations futures se feront en fait avec Total, pour voir si eux acceptent, une fois que le marché, enfin en tout cas quand ils auront commencé à chercher la balle au gaz, acceptent de rémunérer Israël à hauteur de toute façon, cet accord est scandaleux, indépendamment des circonstances extérieures, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où un accord pareil est signé, où l'État d'Israël s'est engagé, et que c'est pas seulement vis-à-vis du Liban, c'est vis-à-vis des États-Unis surtout, mais aussi derrière la France, Total, etc. Ça crée des problèmes considérables de sortir ensuite d'un accord pareil. On le voit, c'est pas simple. Donc malheureusement, Lapid et son groupe se sont comportés de manière totalement irresponsable, en mettant en fait le prochain gouvernement de manière illégale dans une situation impossible. C'est un fait accompli dramatique, c'est antidémocratique. Et de nouveau, ce genre de comportement,
il faut quand même le comprendre, dans un pays où si nous avions en Israël une véritable culture démocratique normale, ça n'aurait simplement pas passé. C'était pas possible de faire des choses. Et donc c'est pour ça que je vous posais tout à l'heure la question de savoir si effectivement la signature de cet accord, dans les conditions dans lesquelles il s'est fait, peut quand même représenter une victoire politique pour Yair Lapid, parce que il faut quand même Yair Lapid. On a beau dire il a pas le bac, c'est un abruti, enfin bon. Ah oui, c'est un abruti. Ouais. Tout ce qu'on veut, d'accord. Mais il n'empêche qu'il est arrivé là où il en est en seulement 10 ans de vie politique. Et ça veut dire qu'il a quand même un minimum de... Mais je veux pas croire qu'il n'ait pas un minimum de sens commun ou de sens sioniste, ne serait-ce que de sens sioniste. Alors, pourquoi est-ce qu'il entraînerait le pays dans un... D'abord, Lapid, il faut quand même savoir que Lapid change d'opinion comme de chaussettes, dans tous les domaines. Ok, il a été un peu... Il a fricoté un petit peu avec le centre-droite, on va dire, il y a quelques années, parce qu'il pensait que ça allait lui amener des C'est vrai, on disait qu'il était de centre-droit. Oui, il a fricoté un peu avec la gauche, avec la droite, avec les religieux, avec les pas religieux, les machins. Bon. On rappelle qu'il a été ministre dans un gouvernement de Bibi. Oui, tout à fait. Mais c'est pas seulement ça. C'est que moi, ce que je trouve incroyable, c'est que le centre-gauche israélien n'est personne de mieux à présenter, parce que c'est quelqu'un de très, très vide. Je veux dire, il est ridicule, souvent, il a dit des choses aberrantes, c'est un bête. Là, dernièrement, sur cette histoire de tefilines... Ah oui, non, bon, mais ça, bon, alors, il est complètement laïque, il sait rien du tout, bon. Passons, mais c'était ridicule aussi, mais c'était triste, ça. Ça, c'était pas bête, c'était juste triste. Mais, je veux dire, on voit qu'il est quelqu'un de très, très, comment dire, superficiel. On me disait, quand il avait été ministre justement des Finances sous Netanyahou, qu'il n'était pas capable d'avoir une conversation de plus que 5 minutes avec quelqu'un avant de perdre le fil, parce qu'il n'a pas de... Il n'est pas capable de rester concentré. Il a des bayottes Keshev Veriko, il a des problèmes de concentration. Oui, c'est ça, et c'est pour ça qu'il n'a pas son bac. Pourquoi il n'a pas son bac? Il n'est pas débile. Mais c'est pas difficile d'avoir un bac en Israël, mais pourquoi il n'a pas son bac? Pour ça, il a des problèmes, il n'est pas capable de se concentrer. Bon, c'est pas un grand génie, mais il n'a pas réussi c'est pas un grand succès politique. Il se trouve qu'au centre-gauche israélien, il bénéficie en fait, je dirais, d'un vide, parce que la gauche socialiste n'existe plus, qui était traditionnellement le parti travailliste et tout, parce que plus personne, même à gauche, peut prendre au sérieux ces balivernes socialistes, c'est ridicule. Donc en fait, il est rentré, je dirais, dans un espace politique qui avait été à l'époque occupé par son père, Tommy Lapid, c'est-à-dire avec son parti Chinouille, qui est en fait la gauche politique, pour gauche modérée, mais gauche, mais avec, on va dire, une espèce de droite, voire centre-droite économique. Moins d'impôts, etc. Un peu la même chose que le Likoud, de ce point de vue-là. Et il est rentré comme ça en politique, et comme il parle très bien, il est plutôt bel homme, et bon, c'était un présentateur de télévision, voilà, il sait parler, du point de vue de la communication, il est très bon pour ça. Donc les gens sont arrivés. Mais avec le temps, en fait, moi je m'étais imaginé qu'ils allaient pouvoir trouver quand même quelqu'un d'un peu plus sophistiqué, plus intelligent. Mais non, parce que d'abord, la concurrence à gauche est d'une qualité... il n'y en a pas. Ouais, enfin, c'est entre Gantz, il n'y en a pas, après c'est l'extrême gauche. Oui, c'est pas... voilà, ils ont pas été capables de créer quelqu'un de qualité. Ben, il y avait même des gens de meilleure qualité. Je veux dire, quelqu'un comme Tzipi Livni, qui avait commencé au Likoud, mais ensuite qui est passé très à gauche. Mais je veux dire, c'est quand même quelqu'un, c'est pas le même niveau, Tzipi Livni. Moi, je suis pas d'accord politiquement avec différentes choses avec elle, mais c'est quand même quelqu'un de bien, Tzipi Livni. Elle est intelligente. C'est pas du tout le même niveau. Mais elle a échoué. Et pour des raisons que je n'arrive pas à saisir, Lapid a réussi à tenir le public. Ah oui, justement. En plus, il a réussi à tenir, mais il n'a pas réussi à amener des gens au-delà de sa base. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle est importante, sa base. Aujourd'hui, ça représente la deuxième force politique d'Israël. Tout à fait, mais je veux dire, à terme, par n'importe qui, en fait, qui va être à gauche, qui va être bon, voilà, il aura des mandats parce qu'il y a des gens qui votent pour ça. Ce que je ne comprends pas, si vous voulez, c'est comment aucune alternative intelligente ait pu se créer à gauche. Mais ensuite, bon, il est Premier ministre pour quelques mois parce qu'il a bénéficié des circonstances qui sont quand même complètement délirantes. Bien sûr. Je veux dire, dans des circonstances normales, si en 2019, voilà, Bennett avait fait 1500 voix de plus, etc., bon, on serait maintenant encore dans un gouvernement de droite depuis, et Lapid aurait probablement fini sa vie ad vitam aeternam en étant
peut-être chef de l'opposition, ou même pas, parce qu'à l'époque, il était le numéro 2 de Gantz. Donc, voilà, c'est très, très circonstanciel, toute cette histoire. Bon, alors, un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est la situation sécuritaire d'Israël actuellement, qui est catastrophique, ça aussi on peut le dire. Les armes automatiques ont remplacé les couteaux. Nos chayalim, nos enfants, sont pris... nos soldats. Vraiment, nos soldats, nos chayalim sont pris pour cible. Ils sont même tués. On a eu encore la semaine dernière, malheureusement, deux familles endeuillées. Les Juifs se font tirer comme des lapins sur les routes de Judée-Samarie. Tous les jours, ça c'est vraiment sur une base quotidienne. Est-ce que c'est la conséquence d'un laxisme qui est installé depuis l'époque déjà de Bibi, ou est-ce que c'est la conséquence, là, vraiment, des 16 derniers mois d'un gouvernement associé aux frères musulmans? Alors, je dirais, pour être tout à fait franc, c'est pas blanc et noir. Hein, c'est pas l'un ou l'autre. Je peux pas dire que la situation ait jamais été parfaite pendant toutes les années où Netanyahou était au pouvoir, et d'ailleurs, en fait, jamais. Autant que je sache, depuis que les Juifs sont rentrés sur la terre d'Israël à la fin du 19e siècle, il y a toujours eu des attentats. Toujours. Il n'y a jamais eu de paix, il n'y a jamais eu de tranquillité plus que... Mais là, quand même, comme je disais, les couteaux ont été remplacés par des armes. Alors voilà, donc je disais, c'est pas blanc et pas noir, donc j'ai commencé par être un petit peu modéré en disant c'est pas tout la faute du gouvernement, parce que ça serait pas juste de dire ça. Bien sûr. Mais oui, on peut pas non plus, ça c'est le bon côté, hein, guillemets, mais on peut pas dire qu'ils n'ont pas de responsabilité. C'est quand même le gouvernement. Et on peut pas dire, on sait toujours, de toute façon, quand la gauche est au pouvoir, ça va jamais bien. Jamais. Et pourquoi? Parce qu'ils refusent de mettre en œuvre les mesures qui sont nécessaires pour faire baisser d'intensité l'espèce de mini-intifada. Je ne sais pas si c'est une mini, en fait, cette espèce d'intifada dans laquelle nous nous trouvons. Par exemple, mettre un couvre-feu sur toutes les villes palestiniennes, ce qu'ils refusent de faire. Où il y a toute une série de mesures qu'on pourrait prendre et que le gouvernement refuse de prendre. Par idéologie. Par idéologie, parce que c'est la gauche, voilà, c'est comme ça. Gantz, c'est quelqu'un de gauche, il a toujours été de gauche, et puis il refuse de le faire parce que ça va pas, surtout pas avant les élections, ça va pas bien passer pour son électorat, donc il le fait pas. Mais là, on a quand même l'impression que c'est une véritable intifada, cette vague, une intifada qui dit pas son nom. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à la définir cette fois-ci? Est-ce que c'est parce que c'est pas Netanyahou et c'est pas la droite qui est au pouvoir? Est-ce que les médias est-ce que le jour où Netanyahou deviendra Premier ministre, ça deviendra une intifada? Oui, absolument. Vous allez voir. Si la droite va gagner, vous allez voir que 48 heures après qu'il soit au pouvoir, on va vous parler d'intifada. C'est complètement les médias qui sont malheureusement complètes. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de médias, je veux même pas dire indépendants, mais parce qu'indépendant, c'est pas le bon mot, mais il n'y a pas de médias, même pas objectifs, mais il n'y a pas de médias, tout court en Israël. Si vous voulez, toutes les chaînes de télévision, les journaux, etc., sont simplement des propagandistes qui, voilà, c'est pour ça que moi j'ai arrêté de lire les journaux et de regarder la télévision et d'écouter pratiquement la radio depuis maintenant belle lurette, parce que... Alors autant à droite qu'à gauche? Alors oui. C'est de la propagande. C'est de la propagande, c'est pour ça que ça sert à rien de... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école de journalisme parce qu'il n'y a pas de formation. Pourquoi? Parce que il y a, je ne sais pas. Parce qu'on est dans le pays des Juifs et qu'un Juif, ça a toujours une opinion et qu'il ne sait pas la terre. Je ne sais pas, mais je sais que traditionnellement, les médias étaient complètement dans la main de la gauche pendant toutes des années. Alors, depuis quelques années, grâce à Internet, grâce à l'ouverture progressive, même si c'est trop lent, des médias à la compétition, d'ailleurs à la concurrence, c'est ce que nous avons fait nous, d'ailleurs, nous les libéraux Likoud, grâce à nous avons sauvé ce qui à l'époque s'appelait Arutz Esrim, maintenant ce qui est Arutz Arba Esrim, la 14e chaîne, c'est nous qui l'avons sauvé. Alors, tout ça permet plus de concurrence, plus de compétition, et donc par définition, ça oblige un petit peu à avoir plus d'équilibre. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est moins mauvaise de ce point de vue-là, peut-être que ce qu'elle était il y a 20 ans, parce qu'en plus, les gens ont un exutoire sur Facebook, sur Twitter, ce qu'ils n'avaient pas à l'époque. Et donc, le résultat, c'est que les gens peuvent parler.
Et donc ça fait que la situation, elle est quand même meilleure. Mais malgré tout, les journalistes la plupart des journalistes ne sont pas des journalistes, ce sont des propagandistes à 2 balles. On ne peut pas écouter un mot de ce qu'ils disent sans les soupçonner de mentir, simplement parce qu'ils veulent défendre X ou Y qui a dans leur camp. Donc c'est triste, mais c'est la réalité. Donc c'est pour ça que moi, je ne peux qu'encourager vos auditeurs à ne pas consommer tous les médias israéliens, parce que c'est vraiment... c'est une catastrophe. Alors ici sur Tandem, on essaie de donner la parole à tout le monde, même si chaque intervenant a aussi ses convictions Non, mais il y a pas de problème. Mais par exemple, une chose qui est moi, j'ai pas de problème à ce que les gens aient des opinions. Au contraire, c'est très bien d'avoir des opinions. Mais il n'y a pas de, si vous voulez, dans les médias, il n'y a pas de fair play, ce qu'on appelle en anglais. N'est-ce pas? Il n'y a pas de... Ils ne respectent pas les règles. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Il y a les médias qui sont là, qui des années durant, courent après Netanyahou, mentent en permanence. Enfin, c'est une caricature. Et puis, d'un autre côté, il faut dire aussi qu'il y a aussi les médias aussi de droite qui font un peu la même chose de l'autre côté. Bon, et qu'est-ce qu'on a fait dans cette histoire? On n'est pas capable, on est d'ailleurs plus capable, je ne sais pas si on l'a jamais été, mais en tout cas, on n'est pas capable d'avoir une discussion civilisée dans ce pays sur rien. Moi, je viens de Suisse. Alors, vous conseillez, on vient en Suisse, quand on est en Suisse. Alors, la Suisse, c'est un pays qui est basé sur culture... la neutralité. Non, sur une culture, plus que ça, sur une culture politique de consensus et de discussion. Si vous allez voir un débat politique en Suisse, c'est pas du tout comme un débat politique en Israël. Vous avez autour des gens, autour des tables, une table, vous avez des gens de différents partis qui viennent, qui discutent, les gens respectent le temps de parole des autres. Quand quelqu'un dit quelque chose, il essaie d'argumenter, que l'autre va essayer de lui répondre. Enfin, il y a un dialogue intelligent. Alors, on n'est pas d'accord parce que voilà, mais il y a un dialogue. Il n'y a pas de dialogue ici. On se jette des insultes du matin jusqu'au soir à la figure. Les gens ne sont pas capables en général d'avoir un argument cohérent. Et puis surtout, s'ils ont tort, ils ne sont pas capables d'admettre qu'ils ont tort. Jamais, vous ne verrez pas un Israélien qui admettra qu'il aura tort sur quoi que ce soit. C'est une catastrophe. Donc, à partir du moment où on n'est pas capable d'avoir un débat adulte, simplement et normal entre des gens civilisés, et que les journalistes, au lieu de poser des questions de manière objective et égale vers tout le monde, eh ben, vous avez des journalistes de droite, de gauche, voilà, et puis les journalistes de gauche qui sont quand même en majorité, qui prennent des décisions et tout, ben ils vont systématiquement massacrer les gens de droite, ils vont avancer les gens de gauche, et dans certains cas vice versa. C'est une catastrophe. On peut pas avoir un discours public normal, intelligent et civilisé dans des conditions pareilles. Allez, une dernière petite question, 2 minutes vraiment pour y répondre. Qu'avez-vous pensé là on a 15 jours des élections. Comment vous trouvez cette campagne électorale? Comment vous la ressentez? Un sondage abyssal, catastrophique, il n'y a rien. C'est le vide. C'est le vide total. Alors il nous reste là, c'est la campagne officielle qui a commencé. On espère que que le débat va un peu s'élever. Non, malheureusement, c'est un vœu pieux. Il n'y aura pas de débat. Il n'y a pas de débat dans ce pays. Il y a oui Bibi, non Bibi, et puis il y a d'un côté des fous qui pensent qu'il vaut mieux jeter l'État d'Israël sous l'autobus, et puis l'essentiel c'est de se débarrasser du Bibi parce que c'est le mal en personnifié. Enfin, c'est une catastrophe, c'est n'importe quoi en plus. Je veux dire, on peut avoir des critiques sur Netanyahou. Mais comment on peut changer ça alors? Je ne sais pas. Je pense que ce pays a besoin d'une thérapie de groupe. Je ne sais pas. Bon, c'est ce sera le mot de la fin, la thérapie de groupe pour le peuple d'Israël. Merci Amir d'avoir partagé ce moment avec moi. Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Tandem TV pour un nouvel Entre nous soit dit avec d'autres invités. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.